bonsoir et une chaleureuse bienvenue au sein de notre espace du mardi soir. Un thème qui ne manquera pas de vous intéresser car il fait appel à la notion de liberté ou d'emprise, consentie ou pas, au sein de notre société guadeloupéenne. Qui tient qui et pourquoi? Avant de poursuivre, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous faire part de leurs remarques, de leurs propositions aussi, propositions de thèmes, à partir de l'adresse mail qui a été donnée la semaine dernière, mardi dernier, une adresse mail qui s'affichera sur l'écran de votre téléviseur et que vous pouvez utiliser sans problème et autant de fois que vous le souhaitez. Vous l'aurez compris, nos invités auront à répondre à cette question. Question difficile, question aussi, je dirais, où nos invités devront faire preuve de courage, ils le font toujours. En Guadeloupe, qui tient qui? Un thème qui sera débattu sans langue de bois, comme d'habitude. Et puis, vous aurez, vous qui êtes à la maison, la possibilité aussi de nous appeler en deuxième partie d'émission à partir du numéro de téléphone que vous connaissez d'ores et déjà, mais qui s'affichera quand même sur l'écran du téléviseur et pour donner des réactions, pour poser des questions aussi à nos invités. Donc, 4 invités. Honneur aux dames, Evita Chevry, que vous connaissez bien, qui est avocate, Harry Anslade, qui est chef d'entreprise dans le BTP, Samuel Damo, qui est chef d'entreprise, et Erol Nuissier, un homme que vous connaissez bien, qui est psychologue clinicien. Dans une entreprise aussi. Et puis, rappelez-vous ce thème que nous avons mis en lumière sur ce plateau même, le fanchouisme. Il y a quelqu'un qui a développé une théorie là-dessus, c'est Erol Nuissier. Et peut-être que nous aurons à revenir sur ce thème ultérieurement. Il se fera certainement un plaisir de venir sur ce plateau pour nous expliquer un petit peu comment il a vu les choses et pourquoi il a souhaité mettre en lumière ce thème. Voilà, merci d'être ici, comme chaque soir, pour le noyau dur. Et merci aussi, Hérold, d'être revenu pour parler de ce thème en Guadeloupe, qui tient qui. Alors, j'irai directement vers Hérold. La notion de tenir quelqu'un, ou tenir un système aussi, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi? Expliquez-nous. Je crois que la notion de tenir, c'est d'abord quelque chose d'une relation qui est asymétrique, du aprivatif. C'est-à-dire que si je tiens quelqu'un, c'est que j'ai un pouvoir sur cette personne. Tenir quelqu'un, c'est l'avoir en son pouvoir, l'avoir dans sa main, pouvoir la contrôler et la diriger comme on le souhaite. Par conséquent, tenir quelqu'un, comme on dit par exemple, tenir sa langue, c'est toujours cette question de pouvoir. Je pourrais dire ou je ne pourrais pas. D'ailleurs, je rappelle que à l'époque de l'URSS, on montait des dossiers pour tenir les gens. J'ai un dossier sur vous, donc si vous parlez, si vous dites quelque chose, je vous tiens. Donc c'est tellement cette notion de pouvoir. Est-ce que notre époque n'est pas aussi comme ça? Notre époque est aussi comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'individu ne conçoit pas les relations de manière symétrique, équitable. C'est-à-dire pas le commerce est équitable. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on ait un pouvoir sur l'autre. Alors qu'en réalité, la meilleure des situations, c'est l'équilibre, l'équité, chacun en fonction de ses besoins et non pas chacun, je dirais, l'exemple que je donne toujours, quand il y en a pour deux, il y en a pour moi. Ben non, c'est pas possible. Chacun selon son dû, chacun selon ses besoins. Par conséquent, l'individu, l'être humain, l'homo sapiens, n'accepte pas la notion d'égalité. Il a besoin d'avoir un pouvoir sur l'autre. Et c'est un combat contre soi-même pour arriver à sortir de ce besoin de maîtrise de l'autre, pour dire, mais finalement non, reconnaissons l'autre comme étant des qualités parce qu'il est différent. On ne supporte pas la différence. Ce qui est différent me fait peur. Par conséquent, il faut que je le maîtrise. Et on voit l'exemple de la xénophobie, voyez. Donc de façon systématique, la relation humaine a du mal à être dans l'équité, dans l'équilibre et dans la reconnaissance mutuelle. Donc l'humain a toujours besoin de tenir quelqu'un à quelque niveau que ce soit. C'est ça, toujours besoin d'être dans cette relation de pouvoir. Il faut que je maîtrise, il faut que je contrôle.
Ne serait-ce que, mais le besoin du monde. L'homme est fondamentalement un colonisateur. Quand j'habite quelque part, il faut bien que je mette l'espace en adéquation avec ce que je souhaite. Par conséquent, cette notion de contrôle et de maîtrise est fondamentalement humain. Par conséquent, quand on est dans un pays, quand on est dans un espace, comme il faut que l'on le contrôle, la difficulté, c'est quand on ne vit pas en équilibre avec cet espace. Si je suis dans le contrôle absolu et qu'il n'y a pas cet échange, on n'est pas dans une situation d'équilibre. Donc voilà un petit peu ce que je veux vous dire pour commencer. Voilà, mais on va faire un petit tour de plateau quand même. Si Harry, on vous dit, mais écoutez, écoutez Harry, arrêtez de tenir Evita. Arrêtez. Ça veut dire quoi? Si on vous dit ça. Harry, arrête de tenir Evita. Ah, je ne saurais pas du tout, je ne prendrais pas ça du tout dans un rapport de force, ni de domination. Là, je ne crois pas que ça soit le bon exemple, parce que ce serait absolument pas. Je ne pas dans un rapport de domination. Alors justement, ça nous permet de bien poser les choses, de bien dire les choses pour que ceux qui nous écoutent puissent bien nous comprendre. Je répète, si on vous dit, Harry, arrête de tenir Evita, ça veut dire quoi? Mais non, mais ça dépendra de beaucoup de choses et de quel contexte. Mais vous imaginez bien que si nous sommes dans une soirée dansante, mon interprétation, l'interprétation que je donnerai à cette remarque n'aura rien à voir si on est dans un débat politique ou dans une réunion politique. C'est pas du tout la même chose, donc ça dépend. Bon, on va sortir. On va sortir. Non, il faut mieux sortir. On va sortir du contexte. Oui, je crois qu'il faut mieux. Du contexte boîte de nuit et on va prendre l'autre contexte. Alors, ça veut dire quoi? Alors, non, mais là... Evita, c'est pas le bon exemple. Non, mais alors, bon, donc c'est sûr que c'est pas, oui, parce que finalement, quand on tient quelqu'un, et comme le disait, et le principe j'ai déjà... pas dit tenir à quelqu'un. Hein? Non, quand on tient quelqu'un, oui. Le principe déjà, c'est que on établit un rapport de force. Si on tient quelqu'un, c'est où on maîtrise quelque chose, où on a un pouvoir sur cette personne, comme disait, c'est tenir quelqu'un, c'est qu'on est dans un rapport de force, on a un pouvoir là-dessus. Mais et alors, ce qui est intéressant, et je crois que c'est là tout l'intérêt du débat, c'est que maintenant les choses ont pris de telles tournures que la notion de tenir et qui tient qui est très, très vaste. Avant, c'était assez hiérarchisé. Hein. On était dans un monde qui était assez hiérarchisé. Donc, on savait tout de suite. On voyait les gens, de par leur position sociale, professionnelle, etc., on savait qui tenait qui. Aujourd'hui, on arrive à un stade où on ne sait plus du tout. On ne sait plus du tout. Tout le monde veut tenir tout le monde, mais personne ne tient personne. Alors, on va arriver, et donc, là, on va y arriver tout à l'heure, puisque on va cheminer ensemble. Samuel, on oublie Evita, en tout cas sur cette question. Alors, le fait de tenir quelqu'un, qu'est-ce que ça implique? Pour vous, est-ce que ça a une connotation négative? Est-ce que ça a une connotation positive? Est-ce que, pour vous, tenir quelqu'un, c'est vraiment quelque chose d'anormal, je dirais? Quand on dit, tu tiens un tel. Alors, ça peut être les deux. Ça peut être quelque chose de positif, de négatif. De positif, si on a besoin de tenir la personne pour arriver à ses fins, et de négatif... C'est positif dans ce sens-là? Oui, dans ce sens-là. Mais j'ai envie de dire que forcément, il y a une ascendance. Lorsque vous tenez quelqu'un, vous avez une domination, vous exercez une domination, une ascendance sur cette personne-là, pour un besoin quelconque. Ça peut être dans le cadre d'une affaire, d'une entreprise, pour n'importe quoi. Donc il y a une domination positive et une domination négative? Quand je dis une domination positive, parfois on l'utilise à ses fins. Lorsqu'un homme, j'ai envie de dire, lorsqu'il y a une fois un ami qui me dit, je peux commettre tous les crimes que je veux dès lors que ma conscience ne me dit pas que c'est un crime, ce n'est pas quelque part, si on pousse... Non mais c'est vrai, si on pousse vraiment si on pousse cela de manière philosophique, il a presque raison. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut vous empêcher de faire quelque chose, à part vous-même, à part votre conscience?
lorsque vous n'avez pas de... On vous dit, vous n'avez pas de conscience. Un homme sans conscience, justement, c'est quelqu'un de dangereux parce qu'il ne peut pas lui-même se tenir. Quand on ne peut pas se tenir soi-même que ça devient dangereux. Tenir un individu parce on est dans le cadre d'un pouvoir et que vous tenez quelqu'un parce que vous avez besoin de tenir cette personne-là, je ne sais pas vraiment si c'est négatif pour le besoin. Mais en tous les cas, c'est signe de désharmonie, c'est signe d'inharmonie, c'est signe de déséquilibre, comme Hérode l'a dit. Il y a un déséquilibre parce que forcément, on ne devrait pas avoir à tenir les gens. Et le principe de la société dans laquelle nous vivons, c'est effectivement, et c'est ce que je reviens sur ce qu'il a dit parce que c'est comme ça que je vois ce sujet-là, l'homme a besoin de pouvoir, il a besoin de... Mais on exerce ses pouvoirs, mais dans tous les univers. L'homme a besoin de tenir quelqu'un. L'homme a besoin, oui, l'homme est foncièrement conquérant, colonisateur, voilà. Et il a besoin de dominer, il a toujours besoin de dominer dans un... On a pris l'exemple la dernière fois, par exemple, lorsque vous prenez un agent de sécurité qui peut-être tous les jours n'a pas les moyens d'avoir une emprise sur quelque chose. Mais quand vous le mettez devant une porte, il a la capacité, la possibilité d'empêcher à quelqu'un de rentrer. Là, ce soir-là, c'est son pouvoir. Et il en est jaloux. Il ne veut pas partager ce pouvoir-là. Donc, on montre bien qu'on a tous quelque part cette nature-là. Maintenant, comme nous sommes des hommes, et parfois, je dis toujours, c'est pour ça que le terme d'amour m'a toujours dérangé dans la société. Je le dis chaque fois, c'est l'intelligence collective qui fait que les choses, lorsqu'on parle d'harmonie, vous devez comprendre vous-même qu'on a besoin d'équilibre. La société, lorsqu'elle est déséquilibrée, elle ne fonctionne pas d'ailleurs. On a une vraie... J'ai vécu récemment avec les chefs d'entreprise de la Guadeloupe, les responsables économiques à tout niveau, j'ai envie de dire. Lorsque ça n'allait pas jusqu'à présent, c'est vrai que les petites entreprises, les TPE, étaient montrées du doigt, elles étaient en difficulté. Et parfois, les gros de la Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas d'entreprise du CAC 40 en Guadeloupe, mais les PME parfois avaient du mal à comprendre cette difficulté-là. Mais aujourd'hui que les choses sont devenues difficiles et que la chaîne elle est bloquée parce que les maillons sont empêchés, les maillons sont contraints, on a vu une autre... tous ces chefs d'entreprise-là sont venus autour d'une table pour dire en face au service de l'État, voilà, nous sommes en difficulté. Parce que le bâtiment souffre, parce que la restauration souffre, le tourisme, les métiers du tourisme, toute la chaîne était bloquée. Donc là, tout le monde était au même niveau. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème. Donc c'est là que l'équilibre c'était chancelant, parce que c'était un équilibre fragile. Donc c'est à ce moment-là qu'on devrait comprendre qu'il est important dans une société, que sur le plan économique, social, qui est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une distribution des richesses, comprendre pourquoi faire que celui qui est à côté. Je me souviens, Chirac avait dit une fois, faites attention, il va falloir qu'on donne les moyens aux associations de se développer, de mener une politique sociale, parce que si on ne le fait pas, les personnes dont vous ne vous occupez pas deviendront dangereuses pour vous. Et il y a un moment, on l'a vu en Guadeloupe, où les jeunes, parfois des jeunes qui appelaient ceux qui avaient les possédants. Donc ils avaient mis tout de suite une barrière pour montrer qu'il y a nous et les autres. C'est-à-dire, vous êtes possédants, donc vous n'êtes pas comme moi. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc quelque part, et vous ne pouviez pas aller non plus vers ces jeunes-là, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de discuter avec vous. Donc c'est vraiment dommage qu'en 2021, l'homme n'ait pas compris ça. Alors même que la pandémie a été quelque part un bel effet d'apprentissage, mais je suis sûr, Évelyse, qu'on n'a rien retenu de cela. On n'a rien retenu de cela. On le voit après des cataclysmes naturels, où tout le monde est obligé d'aider tout le monde. Mais vous ne pouvez pas laisser les gens à côté de vous dans le besoin de... Tôt ou tard, ça va vous revenir dans le visage. Parce que vous êtes responsable. Je dis qu'une société, par exemple, où ses enfants mangent dans une poubelle, tout le monde est responsable. Si vous êtes quelque part un humain, vous devez empêcher, vous devez combattre normalement. En Guadeloupe, on aurait pu combattre ce phénomène-là. Je ne sais pas pour la France. Mais en tous les cas, en Guadeloupe, il n'y aurait pas dû avoir de gens qui mangent dans les poubelles. Alors voilà ça, un signe. On en fera un autre thème, justement. Alors, mais c'est tout lié, tout ça. Hein. Oui. C'est que, oui. Voilà, tout ça c'est lié. Donc c'est un sujet qui est complexe, plus qu'on ne le croit. Mais bon, j'aurai l'occasion de revenir sur mes arguments, sur d'autres arguments plus tard. D'accord. Evita. Oui, je voulais dire, évidemment, je suis d'accord avec d'abord la thèse qui consiste à dire que tenir quelqu'un, tenir une communauté, tenir des individus, tenir un groupe, ça suppose évidemment un pouvoir, ça suppose la possibilité de contrôler, de diriger. Mais je dirais que c'est parfois un peu plus complexe que ça.
Moi, je vois aussi, il faut en parler, du rapport de dépendance, qui n'est plus obligatoirement un rapport de pouvoir, mais un rapport de dépendance. Et c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave dépend du maître le tient, mais le maître dépend aussi de l'esclave. Il n'existe que par rapport, comment dirais-je, à cette domination, entre guillemets, sur l'esclave. Et si l'esclave meurt ou si l'esclave disparaît, eh ben, il y a une partie de lui qui s'en va. On trouve ce phénomène-là, d'ailleurs, beaucoup chez les hommes qui battent, par exemple. Les hommes qui battent les femmes. C'est vrai qu'il y a une domination première qui est physique, je suis plus fort, je te roue de coups. Mais quand ce qu'ils considèrent comme étant leur créature disparaît, s'en va, prend de la force, prend de l'autorité et peut s'éloigner de la maison et peut même façader avec lui, eh ben, il y a quelque chose en lui qui s'écroule. Donc, qui tient qui, voilà. C'est justement une question fort complexe, fort intéressante aussi. Mais, comment dirais-je, il fallait, je pense, parler aussi de cet aspect de dépendance. Alors, avant d'entrer en plein cœur du qui tient qui en Guadeloupe, qu'est-ce qui permet de tenir quelqu'un, Hérol? Comment on peut tenir quelqu'un? Par quoi on peut tenir quelqu'un? Ou avec quoi on peut tenir quelqu'un? Je veux reprendre l'exemple d'Evita Chevry qui me semble extrêmement parlant. Je pensais à ça, c'est la relation du sujet pervers avec la victime. Le pervers est celui qui prend plaisir uniquement dans la souffrance de l'autre. Je rencontre quelqu'un qui est en souffrance, au lieu de l'aider, je vais en faire mon objet sexuel. Je vais l'utiliser pour prendre mon plaisir. Et je vais l'utiliser pour qu'elle me grandisse et qu'elle me mette finalement au summum. Mais en réalité, l'exemple d'Evita Chevry, effectivement, ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que le temps de l'utilisation de l'autre pour ses besoins, en réalité, n'est qu'un temps, parce que quand l'autre se remet sur ses pieds, est capable de façader, je reprends l'exemple d'Evita Chevry, alors ça n'est pas possible. Et la question, effectivement, et je trouve qu'elle est posée de manière intéressante, et je préfère que ce soit une femme qui le dise plutôt qu'un homme, parce que souvent, on voit l'auteur comme étant celui qui est le violent, certes, mais dans cette relation, il a besoin de la victime pour exister. Et j'ai presque envie de dire que la force de la victime, c'est justement d'être capable de résister malgré son statut de victime face à l'auteur, parce que le premier qui s'écroule, c'est vraiment l'auteur. C'est-à-dire que quand la victime disparaît, il a besoin de retrouver à tout prix cette relation. Il faut reprendre contact, il faut reprendre du lien, il faut retrouver absolument, parce que justement, on n'existe pas. Le vide, je dirais, ineffable de l'auteur s'exprime à travers la relation qu'il prétend construire avec la victime. Et je pense que c'est extrêmement fort. La force, en fait, de l'autre est dans sa faiblesse supposée. C'est dans l'illusion du pouvoir que l'on croit que l'on tient l'autre, alors qu'en réalité, on est tenu par l'autre. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est le problème de la dépendance, finalement. Je dis, je peux arrêter de fumer quand je veux, de boire quand je veux. Oui, mais quand je veux, c'est demain. Sauf que demain n'arrive jamais. Autrement dit, j'ai l'illusion. Et je crois que c'est important, ça, sortir de l'illusion pour être dans la réalité. Donc vraiment, je pense que l'exemple d'Evita, et c'est ce qu'on essaie de montrer, en tout cas nous, en tant qu'experts judiciaires, quel lien se construit entre la victime et le bourreau, et que ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Alors, je vais revenir à ma question. Comment est-ce qu'on tient quelque part? Avec quoi? Par quel moyen on peut tenir quelqu'un? Quand on dit qui tient qui, il faut bien qu'il y ait un élément qui permette de tenir l'autre. Mais dans la situation actuelle, c'est bien la fragilité de l'auteur. C'est sur sa fragilité que l'autre finalement le tient. C'est parce qu'il a besoin d'avoir un plaisir au détriment de l'autre. C'est là qu'il a le sentiment de tenir l'autre. Mais en réalité, il est tenu par l'autre. C'est-à-dire qu'il est soumis à son besoin sexuel, mais en réalité, il prétend posséder, diriger l'autre. Alors qu'en réalité, il est soumis. Alors, donc ça peut dire. Maintenant, sur la question du qui tient qui de manière générale, ce qui est quand même surprenant, c'est que ici, il y a des gens pour lesquels on met des postes, on ne trouve jamais, je dirais, de réaction. C'est-à-dire que qui tient qui, pourquoi? Parce que dans la mentalité que nous avons, je pense qu'il y a un déficit de ce que j'appellerais le chef d'entreprise. Pourquoi? Quand je fais mon budget, je sais que sur 100 euros, j'ai 50 euros de la région, 30 euros du département,
10 euros de la commune et je vais faire le reste moi-même. Pourquoi? Parce que notre économie est basée sur l'illusion. Tout le monde parle des 40% des fonctionnaires. 40%, c'est vrai. Mais vous savez que la canne est subventionnée à 76%. Ça veut dire que la réalité du produit des plantes de canne, c'est 24% de ce qu'ils gagnent. Comment voulez-vous être dans la réalité? Qui dépend de qui? On dépend des subventions. On est dans un système qui a été construit sur l'illusion. Nous dépendons de quoi? Des subventions, des aides financières. Donc quand vous construisez un pays, une économie sur la base de l'illusion et de la subvention, automatiquement les individus sont dépendants de la subvention. Et comment concevoir un pays autonome et indépendant fondé sur l'illusion du pouvoir? Donc, premier élément, on tient l'autre avec de l'argent. Avec de l'argent, oui, parce qu'il y a des subventions, parce que la vraie valeur du travail, elle ne s'exprime que de manière faible et fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer, prenez un exemple, quand on parle, je prends deux exemples précis. Souvent, les gens vous disent, oui, mais vous savez, quelqu'un est, comment dire, pompiste, ça ne sert à rien. Pompiste, ça serait comme caissier, ça ne sert à rien. D'accord. Sauf que le pompiste, s'il a une véritable valeur ajoutée, donne des conseils pour la voiture, l'huile, l'eau, etc. et donne des informations aux gens et fait un véritable service. Par conséquent, cette profession peut continuer. Mais si on est dans l'illusion que ça ne sert à rien, ça c'est un premier élément, on tient avec l'argent. Deuxièmement, on tire sur le ça sert à rien. Tu n'existes pas sans moi, tu ne seras pas sans moi. Donc par conséquent, au lieu de repenser nos professions... Argent, pouvoir... Non, mais argent, c'est le déni de l'altérité. Tu ne sers à rien. Donc, je te fais exister. C'est moi qui fais que tu existes. Donc, c'est le deuxième pouvoir. L'argent, le déni de cette altérité. Et le troisième, c'est l'incapacité à se penser de façon totalement autonome. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Ben non, c'est pas possible. Je veux ce qu'on veut pour moi. Il faut sortir un peu de cette idée, ce que je dis souvent. Cette vision à court terme et ce petit. Banti Bando, Banti Mosopin. Pourquoi c'est petit qu'elle nous voulait? Qui j'en veux avancer si on est ou petit? Par conséquent, si nous appétissons devant les autres, automatiquement ils ont le pouvoir sur nous. Pourquoi nous pas avec de l'eau? Eh bien, si son jerrycan, si son bidon, si son terrine, si son baril, eh bien, on nous prend de l'eau. Pourquoi c'est si bon de l'eau? Il faut que nous soyons dans cette volonté du grand et de l'excellence. Petit boin de l'eau parce qu'on n'a pas une grande soif. Et j'y reviendrai tout à l'heure, juste après une courte pause. Voilà, nous revenons au sein de notre émission avec ce thème ce soir, en Guadeloupe, qui tient qui? Et puis, nous nous sommes arrêtés sur, je vais dire, le déroulé, l'exposé des rôles sur... ce qui permet de tenir quelqu'un. Et puis, il y a des propos qui étaient assez, je vais dire, réalistes, puisque dans le langage courant, on a tendance à dire « petit boin de l'eau »,« bon petit morceau de pain », etc. Donc, c'est synonyme de quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter de trop se montrer. On est dans une situation, dans une culture dans laquelle, quand vous vous montrez, ça veut dire que vous avez quand vous comprenez. Il faut absolument rester en retrait. D'ailleurs, il ne faut jamais dire qu'on va bien. Parce qu'il y aurait bordé pour ces mêmes genoux là pour vous bretter. Je vais vous tomber, mais vous bretter, vous voir en faiblesse. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que cette incapacité de concevoir des relations d'égalité. C'est-à-dire, vous prenez l'exemple, je fais du vélo. On sort avec les amis, mais c'est spontané. Hein. Quand un groupe qui passe, le dernier, on sent qu'il est faible, nous, quand même, il faut rien. Parce que par principe, il faut toujours qu'on s'attaque à plus petit que soi. Et c'est pour ça que les gens font toujours attention de dire non. Mais si c'est humain, on ne peut rien y changer. Non. Il y a un changement nécessaire. Ça veut dire qu'il faut changer d'abord l'éducation. Il faut accepter déjà qu'on est comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce n'est pas dans le déni que l'on avance. Que quelqu'un dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour un exemple. Demandez à un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne, dites-moi qui vous êtes. Vous dites, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Et enfin, je suis, en sixièmement. Parce qu'on a l'habitude d'être dans le déni de ce que l'on est. Et c'est extrêmement important de pouvoir s'exprimer par l'affirmation. La notion de qui tient qui. Comme je sais qu'on va croire que je suis vantard, donc je dis ce que je ne suis pas. Comme je n'ai pas envie de me vanter, donc je vais dire que je suis un petit.
alors qu'on doit accepter que nous sommes des grands. Comment expliquer que vous passez en 150 ans d'un statut de bien meuble à ce que nous sommes aujourd'hui autour de ce plateau? Il y a bien une capacité personnelle. Autrement dit, ce n'est pas en faisant des petits. Ça veut dire qu'on est arrivé petit à petit, step by step, mais pas en restant petit. On a grossi petit à petit. Et c'est ça qui est extrêmement important. Acceptons l'idée que nous... Et puis, vous savez, il faut dans cette notion de qui tient qui, c'est le serpent qui se mord la queue. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai quelqu'un qui va me dire « Arrête MC qui est monté en nous barille ». Ça, c'est la stratégie des politiques. Quand vous avez, évidemment, Chevrier est bien placé puisqu'elle a fait un peu de politique, heureusement, elle s'est arrêtée. Mais c'est-à-dire que, évidemment, Chevrier est parti des gens qui savent très bien que dès que vous montez, on va vous couper la tête. Vous allez faire de l'ombre aux gens. Ce n'est pas possible. Le pouvoir ne se partage pas. Autrement dit, chaque fois qu'on est dans une position de pouvoir, on va automatiquement être face à quelqu'un qui va vouloir nous couper la tête. Donc, par conséquent, si vous voulez durer, restez derrière, restez dans l'ombre. Alors justement, est-ce que celui qui a le pouvoir, lui aussi, ne coupe pas les têtes? Mais c'est un coupeur de tête, c'est pour ça qu'il a le pouvoir. Attendez, je veux dire, tous ceux qui ont le pouvoir coupent les têtes. Tous ceux qui ont le pouvoir coupent les têtes. Par définition, vous savez, le jour où son sabre est ébréché, il peut couper les têtes, on coupe la sienne maintenant. Par exemple, Samuel Lamour est bien placé sur Pointe-à-Pitre. Pendant longtemps, il y en a qui ont coupé les têtes, maintenant on leur a coupé la tête. Aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, il y a un moment où le pouvoir cesse. Ce que les politiques ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas capables d'évaluer à quel moment ça s'arrête. Parce que, ou quoi, danser toujours, mes musiques-là, j'ai arrêté ici. Ouais. Oui, mais la question qui se pose, c'est en Guadeloupe, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Voilà, c'est la question que j'ai. Alors, sur la question du... Voilà. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose de particulier sur cette question-là. Ce que je dis me semble quelque chose d'extrêmement large sur le mode de fonctionnement des gens. Maintenant, la question... Parce que, sincèrement, tu penses qu'au-delà de... Par exemple, en France, qu'il y a un déni de soi? Alors... Ça m'étonnerait. Enfin, là, je ne suis pas d'accord. Oui, vas-y. Non, là, on est en train d'échanger. Parce que tu as parlé de déni. Oui. J'ai noté ça, parce que c'est important, parce qu'effectivement, c'est un élément qui me paraît essentiel dans la personnalité de l'homme, de la femme guadeloupéenne, ce fameux déni de ce qu'on est. Est-ce qu'on trouve ça chez le Parisien? Alors, chez le Parisien, non, mais chez le provincial, oui. Quand un provincial vous parle de Paris, d'ailleurs, on voit que la France fonctionne, comme tout pouvoir jacobin, en cercle concentrique. Hors de Paris, point d'existence. Par conséquent, il y a toujours ce complexe du provincial par rapport aux Parisiens. Donc, il y a quand même cette notion de plus on est proche du pouvoir, moins on a de complexe. Par conséquent, la question du déni maintenant sur ce que l'on est, elle vient aussi de la manière de s'exprimer et de l'éducation. Quand vous dites un parent de manière générale, pas fait ça, mais qu'à vous faire, il ne parle pas qu'à vous faire, qu'à vous pas faire. Ou quand vous faites une bêtise, il n'a pas beaucoup. Alors qu'on devrait valoriser ce qui est bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système où on ne cesse de négativer ce que vous êtes, de dévaloriser ce que vous faites, automatiquement, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Donc on arrive à cette culture du déni, du fait de cette négativité. Je prends un exemple. Souvent, la notion de négatif dans les appareils photo, parce que comme nous sommes tous moins jeunes ici, ou plus très jeunes, on a connu l'époque des appareils photo avec le négatif. On dit mais sauf que le négatif de l'appareil photo sert à refaire d'autres photos, alors que le positif ne sert pas à faire d'autres photos. Par conséquent, cultivons cette négativité en termes de possibilité de création et non pas l'espace, l'apparence de la noirceur. Parce que c'est comme ça. Harry. C'est-à-dire, je reviens un peu sur ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que je ferai, dans cette notion de rapport de qui tient qui, bizarrement, je ferai plus de différence, enfin, du peu que je fais, mais en lisant ne serait-ce, je suis en train de lire par exemple Barack Obama, je ferai plus de différence entre le qui tient qui dans le système américain, par exemple, politique, que le système français et guadeloupéen. Pour moi, il y a moins de différence entre le système français et guadeloupéen que ce que je lis par rapport à, par exemple, le comportement dans le milieu politique, par exemple, Barack Obama. Ça veut dire... Donc, c'est pour ça que quand Evita disait tout à l'heure,
cette notion de ce type de rapport, il y a un type de rapport français. Et je pense qu'on a beaucoup de ce type de rapport français dans le kitchen keep. Parce que quand on parle politique, en politique, quand je regarde, on fonctionne en politique et on fonctionne en économie d'entreprise, etc., un peu dans le même système. Parce que finalement, le rapport, une fois qu'on a décentralisé, on a décentralisé en France, on a décentralisé ici, on a ramené un pouvoir de décision plus proche dans les régions et autres, eh bien, qui tient qui? Ben, le rapport économique à ce niveau-là, eh bien, ça a développé d'autres relations entre le chef d'entreprise, le politicien, etc. Un exemple, Harry, dans l'économie et les politiques, est-ce que ce sont les politiques qui tiennent l'économie ou l'économie qui tiennent les élus? Ah, excellent. Voilà, ben là on est dans non, là c'est le vrai problème qui se pose. Parce que finalement, on est finalement, dans le système tel qu'il est, depuis décentralisation dans le système français, ça a donné énormément de pouvoir aux politiques locales dans l'enrichissement des entreprises. Parce que, effectivement, le politique local choisit. Quand vous fassiez des appels d'offres, on a mis tous les codes de marché qu'on veut, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a une influence du décideur, de celui qui a le pouvoir politique. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais le décideur a quand même un pouvoir de faire basculer le choix. Bon, donc les élus tiennent. Donc, dans ce sens-là, les élus tiennent le monde économique. Mais, alors... En même temps. Donc c'est tu me tiens, je te tiens. Voilà, en même temps, parce qu'il y a un fait simple. Moi, je me souviens bien, en 2003, au moment des élections de statut, moi j'ai assisté, à l'époque, il y a eu beaucoup de réunions de chefs d'entreprise. Mais les chefs d'entreprise étaient souvent contre le changement, parce qu'ils disaient on préfère qu'il y ait deux dirigeants. Parce que si vous fâchez Véignon, nous pouvons travailler l'autre là. Et c'est souvent l'argument que j'entendais. Signons celle ou fâchez Veille ou Pékin travaille. Et je trouvais ça bizarre, mais c'était comme ça. Tout le monde était convaincu. Pour une raison simple. Convaincu ou est-ce que c'était vrai? Je veux dire une chose. Je pense que c'est une réalité. On parlait des tout à l'heure. C'est une réalité. On va faire simple. Bon. Personnellement, j'ai toujours défini mes stratégies professionnelles par rapport à cette donnée-là. Je voulais être un homme assez libre. Il fallait que je ne dépende jamais de décisions politique et autres. Bon, mais ça veut dire aussi qu'il fallait que j'évite de développer certaines activités. Le BTP, quand vous arrivez à un stade où vous faites 20 ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes lié vis-à-vis des politiques. Parce que pour tenir ce chiffre d'affaires-là, il faut avoir de bons rapports, de très bons rapports. Parce que vous n'êtes pas sur un très grand marché. Hein. Donc, il suffit d'être fâché. Moi, je le répéterai souvent. Donc, il faut faire de la courbette devant les élus. Je dirais, alors appelez ça comme vous voulez. Mais non, c'est une question. On y va franchement, que les choses soient dites. Et, en tout cas, il ne faut surtout pas être fâché avec un élu. Il ne faut pas être fâché avec un élu. Moi, un élu qui a du pouvoir. Qui a du pouvoir. Moi, je vous dis, c'est quand même extraordinaire. J'ai vu il y a un élu qui s'est permis de dire à un entrepreneur au BTP, en plein de la fédération du BTP, au pays travaille encore qu'il fait rien. Mais j'ai essayé. Mais c'est impensable que ça puisse se faire, un truc pareil. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Et ça n'a pas créé de scandale. Surtout, c'est surprenant. Ça n'a pas créé de scandale. Parce que je considère qu'à ce moment-là, le monde de l'entreprise serait un monde suffisamment libre. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient la capacité de lui dire, sorti là. Il est dans la base de l'entreprise de BTP. Un mec sur ça, on le fait sortir. Moi, pour moi, c'est un truc que j'ai jamais pu admettre. Mais quand l'entrepreneur m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est une blague. Il n'a pas pu te dire ça à la fédération. Je lui ai dit, mais qu'on va la faire foutre dehors. Le mec, il vient te dire qu'il va bousiller ta boîte. Mais ça, effectivement, ça se fait. Mais de la même manière, on assiste au truc inverse. Mais d'ailleurs, tout le système économique guadeloupéen est fragilisé par ça. Parce qu'on ne cherche pas à être compétent ou efficace d'abord. On cherche à d'abord être bon compétent. Et les jugements aussi politiques sont souvent comme ça. Je connais des gens avec lesquels vous allez passer une heure à les entendre me dire plein de trucs d'un politicien, mais parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils ne leur donnent pas de boulot. Ah, bon. Ah ben oui, et le jugement ne sera pas politique. Il sera sous le fait que moi, il va pas bon travail, donc c'est pas bon.
Oui, Samuel et ensuite Alors, la Evita. seule petite nuance avec la démonstration de Dari, c'est que c'est vrai qu'ils se tiennent, les élus se tiennent avec les économiques, sauf que lorsque dans un pays, vous avez, c'est la commande publique qui éjecte 60% dans l'économie, forcément, il y a un rapport de qui tient, qui met fort, mais c'est tellement, c'est un équilibre fragile, mais qui fonctionne. Puisque l'élu qui a choisi de faire avancer telle ou telle entreprise, parfois, quand l'entreprise est devenue tellement grosse, l'élu même n'a plus le choix de continuer, parce que cette entreprise-là emploie du monde. Mais sur quels critères est-ce que ce choix se fait? Non, mais même si les critères se sont faits au début, objectivement, le mieux disant, pas le moins, mais le mieux disant, ça part comme ça. Mais même si après, au fil des années, lorsque cette entreprise, j'ai des cas précis puisque j'ai été à l'appel d'offres au niveau de la région, vous faites les choses parce qu'il y a le directeur de la concurrence d'IFOD qui est là, donc vous faites des choses dans un cadre précis. Mais si l'entreprise grossit, elle va vous tenir comment parfois? C'est peut-être pas sur l'argent, c'est parce qu'on croit, c'est parce qu'elle va employer beaucoup de Guadeloupéens. Comme elle va employer beaucoup de Guadeloupéens, l'élu se retrouve maintenant pieds et poings liés devant l'entreprise, puisque si vous représentez 200, 300, 400 personnes, ce sont 200, 300, 400 familles. Mais du coup, vous pesez en tant que chef d'entreprise, et c'est une sorte de rapport presque comme le couple, où l'autre a besoin de l'autre pour exister. Donc, ce sont des équilibres fragiles, mais qui fonctionnent. Après, la difficulté tient au fait que d'autres entreprises nouvelles ont du mal à rentrer sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin parfois de deux entités, de deux collectivités pour un peu. Si je ne passe pas auprès d'une collectivité, je vais passer. Mais aujourd'hui, il y a d'autres collectivités qui ont été créées, d'autres EPCI. Donc aujourd'hui, les entreprises, j'ai envie de vous dire, ont un champ beaucoup plus, plus large. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose dont on n'a pas parlé. Le fait de tenir parfois, et je parlais au départ en liminaire, de tenir de manière que ce soit positif, que ce ne soit pas vu d'une manière péjorative le terme. Les clubs services font quoi? On peut tenir quelqu'un lorsqu'on a des intérêts qui dépassent les nôtres. Je prends l'exemple du Suroptimiste, du Rotary Club, du Lions Club. Ils ont des intérêts communs. Ce sont des clubs services. Mais ce sont des clubs qui fonctionnent, qui tiennent qui? Oui, parce qu'il y a quelque part pour y être. Il y a des conditions. Pour y rester, il y a des conditions. Mais quelque part, ça fonctionne parce que en fait, ils ont des projets. On peut tenir quelqu'un par un projet. C'est-à-dire, vous décidez, on décide ensemble de monter une entreprise. Je ne suis pas obligé de vous aimer. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Par contre, l'entreprise, elle grossit, elle grandit, elle a un chiffre d'affaires une montée en charge qui est intéressante. Nous sommes obligés de rester ensemble. Pour justement, si nous sommes sur le gain, je vais faire abstraction. Et parfois, et je le disais encore la semaine dernière, ce sont ces rapports-là, parfois, qui durent plus encore que le fait de tenir dans le sens... Il n'y a pas d'amitié, là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amour. Mais lorsque vous prenez un projet peut tenir deux individus, un projet. Si ce pays-là, nous avions un projet commun, quelque part, le projet nous dépasserait, mais nous tiendrait. Et c'est ce que je reproche à notre pays, c'est qu'on n'a pas une vision du pays qui puisse nous tenir, quelque chose qui nous dépasserait, quelque chose qui ferait que mon intérêt n'a pas d'importance, puisque ce qui m'importe, c'est peut-être que les jeunes qui arrivent après de l'espoir, et qu'on doit pouvoir utiliser l'histoire. L'histoire nous tient. Prenons un exemple. L'histoire nous tient, oui, l'histoire nous tient. C'est pas Evita qui va me dire non. Notre histoire nous tient, parce que nous sommes des descendants d'esclaves, voilà. Donc souvent, nous convoquons cette partie-là de notre histoire. Alors quoi faire? C'est vrai qu'on en parle depuis des années, mais il faut sortir de cela. C'est pas le fait de faire une croix sur cette partie de notre période, parce que j'aime bien le déni. Voilà, j'aime bien Franck Garin quand il dit qu'on n'est pas que des enfants d'esclaves, on a été aussi des enfants de conquérants. Peut-être que cette partie-là, lorsqu'on dit à un petit juif qu'il fait partie du peuple élu, lorsque l'enfant entend ça, dans sa tête, forcément, ça va conditionner tout son fonctionnement lorsqu'il deviendra adulte. En tout cas, tu es un descendant d'esclaves et tu fais partie du peuple élu, il y a une grande différence. Donc, c'est vrai que c'est notre histoire.
Mais cette histoire-là, j'ai envie de dire, les seules personnes bien placées pour réparer l'histoire, parce que nos geôliers, ils ont le même problème que nous. Ceux qui nous ont... Et Vital a dit au début, le maître et l'esclave, ils étaient étroitement liés. Il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas d'économie, tout tombait, c'était un château de cartes qui tombait. Qui aujourd'hui peut faire qu'on fasse société? Bizarrement, ce sont les fils d'esclaves. C'est pas bizarrement. Normalement, ce sont les fils d'esclaves. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir de changer, de dire aux autres, de convoquer les autres pour leur dire maintenant on veut que ça change. Mais on va passer sur certaines choses. Allez, on ne va pas oublier, mais on va faire pays. Le problème aujourd'hui en Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe, c'est que ce sont les afro-descendants qui sont, qui font, j'ai envie de dire, et là c'est un moment évident, c'est délicat ce que je vais dire, on bloque. C'est nous qui bloquons parce que fort de l'histoire que nous avons eue, nous avons le droit de bloquer parce que nous sommes des fils d'esclaves. Mais nous sommes les seuls à pouvoir changer cela. Parce que les autres... Bloquer quoi? Nous bloquons, c'est-à-dire forcément, nous avons du mal à faire pays, à aller vers l'autre, à dire, à discuter avec l'autre, à reconnaître les autres communautés. Je vous prends un exemple qui est simple. Dans toutes les communautés, vous avez comme ça des personnes qui tiennent les communautés. Vous avez des grands prêtres chez les Indiens, vous avez, vous avez le rabbin chez les Juifs, vous avez la seule communauté à ne pas avoir de gens. Chaque Guadeloupéen afrodescendant est un Guadeloupéen, est quelqu'un de singulier. Personne ne le tient. Alors, personne ne le tient. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire demain, mais non, vous ne pouvez pas dire demain quand vous allez appeler quelqu'un pour quelqu'un, vous êtes sûr que cette personne, moi j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Moi j'ai des cas précis encore l'année dernière. Il y a des gens qui font, vous faites appeler toute la Guadeloupe, vous faites appeler toute la Guadeloupe cette personne-là pour qu'elle change d'avis parce que c'est... Mais elle ne va pas changer d'avis parce que personne ne peut lui dire de changer d'avis. Dans certaines communautés, vous avez une personne qui va rentrer, qui va dire, bon, toi tu t'assieds là maintenant, on discute, tu arrêtes ça. Et ça s'arrête parce qu'au nom de la en fait, dans l'intérêt de la communauté, tu vas arrêter. Et chez les afrodescendants, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire, et ça c'est une démonstration que je veux faire pour dire que nous, les afrodescendants, nous avons la possibilité aujourd'hui de changer le pays. Nous avons la possibilité. On va y arriver tout à l'heure. C'est ce que je veux faire passer comme message. C'est ce que je veux passer comme message parce que notre histoire, ne doit pas nous tenir. Elle ne doit pas nous tenir du tout. Elle nous tient pour l'instant. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons la possibilité... Alors, dans le code, tout le monde tient tout le monde. Oui, notre histoire nous tient, mais elle ne doit pas nous tenir. Comment s'en sortir? Oui, je voudrais répondre. Samuel m'a déjà un peu envoyé une petite taquinerie, puisqu'il sait très bien que là où je ne rejoins pas ce que vient de dire Hérol, c'est que maintenant c'est de plus en plus reconnu par les scientifiques qu'il y a eu, dans le cadre de la traite négrière et dans l'économie de plantation, il y a eu ce qu'on appelle vraiment un traumatisme historique, un traumatisme culturel, et des traumatismes d'ordre psychologique tellement graves que, effectivement, maintenant, c'est admis. On dirait ça il y a 20 ans de ça, on dirait que c'est de la folie. C'est admis maintenant que ça a été transmis, et sur le plan psychologique, mais par le biais des gènes. Et c'est ça qui a complètement bouleversé la façon de voir l'esclavage, puisque jusque-là, on disait il suffit d'oublier. On a imposé l'oubli, qui est certainement, et Hérol peut mieux en parler que moi, un traumatisme encore très important. Puisqu'on a imposé l'oubli et tout le monde a fait semblant d'oublier, mais malheureusement, ça a ressurgi. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire obligatoirement chaque peuple a son histoire, a sa culture, et chaque peuple a aussi ses comportements, ses constructions mentales et autres, parce que quand tout à l'heure il est dit déni de ce qu'on est, ou quand il y en a un qui apparaît, qui émerge, on dit comme il sait comprendre, etc. Ça c'est lié, il y a une explication à cela. Alors Samuel dit on ne peut pas s'arrêter à cela, mais je suis d'accord, puisque nous nous battons pour réparer ça. Parce qu'il y a de plus en plus de techniques, notamment faites par les Américains, pour
pour régler cette question. Donc nous sommes conscients qu'il y a eu un traumatisme, que nous-mêmes nous charrions, même ceux qui sont dits initiés, nous charrions un certain nombre de préjugés sur notre propre race, ce qui est exceptionnel. Je ne connais pas d'autres races qui disent « nègre c'est dernier race après crapaud », etc. Nous-mêmes, nous charrions cela et on peut le traiter. Mais il faut mettre le projecteur sur ça. Et c'est en cela que Samuel et moi, nous séparons parce que je dis, on n'a pas traité. Et tant qu'on ne le traitera pas, nous continuerons à véhiculer un certain nombre de préjugés contre nous-mêmes parce que nous avons subi un certain nombre de traumatismes, etc. Alors, deuxièmement, qui tient qui dans le pays? Il y a les communautés. On ne sait pas ce qui s'y passe, les communautés minoritaires. Chez les afro-descendants, je ne sais pas s'il y a vraiment des personnalités qui tiennent, mais incontestablement, dans les autres communautés, je pense qu'il y a incontestablement une ligne directrice qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on sera très mal vu par la communauté. La seule communauté, justement, ça ne pose pas problème, tout type de comportement, est justement la communauté afrodescendante. Il y a ça. Il y a évidemment, on est tenu par l'État, personne ne peut le nier, puisqu'il y a incontestablement, on est dans un système qui fait que on est tenu par l'État, on est tenu aussi par la religion. Alors, une seconde. Oui? Sur l'État. Nous avons des élus, on a vu tout à l'heure que les élus pouvaient tenir l'économie, etc. Est-ce que nos élus peuvent s'opposer aux représentants de l'État? Est-ce que l'État tient nos élus? Alors là, c'est une excellente question parce que il suffit de revenir en arrière. Et d'ailleurs, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux qui rappelaient un peu ce qui s'est passé il y a quelques années. Il y avait des élus qui tenaient tête à l'État et, comment dirais-je, on avait l'impression quand même qu'il y avait, comme on dit chez nous, un répondant. Actuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, on peut le faire. On peut toujours tout faire. Il ne suffit pas parce que souvent on répond « oui, notre statut ne nous permet pas, etc. » Mais même dans le pire des statuts, si vous voulez tenir tête à un préfet ou à un ministre, vous le faites. Maintenant, comment ça se passe? On n'a pas d'informations à ce sujet et on ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, je note, et l'histoire le retiendra par l'histoire du coronavirus a mis vraiment l'accent et le projecteur sur notre impuissance à un moment donné face à des décisions de l'État, parce qu'un préfet, faut pas oublier qu'un préfet, c'est un exécutant. Donc, si le préfet décide de laisser les frontières ouvertes, de permettre aux gens de rentrer, c'est qu'il en a reçu l'ordre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous avons été, impuissants à un moment donné, alors qu'on n'était pas encore touchés par le virus, de dire, voilà, on ne veut pas, par exemple, que les Italiens arrivent dans le pays, parce que l'Italie était déjà fort contaminée. Là, les Guadeloupéens ont vraiment pris conscience, pendant toute cette période, que par rapport à quelque chose d'aussi important que la vie et la mort, c'est l'État qui décidait et c'est l'État qui tenait. Je pense que les élus pouvaient effectivement s'opposer. Pouvaient s'opposer, au moins déjà de prendre des motions. On a un congrès, on a une assemblée plénière, de prendre des motions, d'aller voir les ministères, je veux dire de crier au scandale s'il le fallait. Il y a toujours une façon de résister à l'État quand on considère que l'État prend une décision qui vous est préjudiciable. Donc, mais il ne faut pas se faire d'illusions aussi, je veux dire, c'est ponctuel, mais l'État en soi nous tient de par la réalité de notre statut. Peut-il se passer des aides publiques? Ah oui, alors effectivement, nous sommes d'accord que les deux cultures, parce qu'il ne faut pas oublier non plus
que ça a été une volonté d'aboutir au point de vue agriculture à un moment donné à deux cultures, et la canne et la banane. C'est pas une volonté des agriculteurs? Ben non, pas du tout. C'était une volonté. C'était une volonté de l'État. Les volontés de l'État, et évidemment, l'État se retrouve maintenant à subventionner notamment la banane à des sommes très très importantes, pourtant mais qui touchent, attention, beaucoup plus. L'aide de l'État, évidemment, touche beaucoup plus les gros propriétaires. Les gros propriétaires, et oui, qui sont un pourcentage très minime par rapport aux petits propriétaires de bananes. Donc, je veux dire, c'est toujours les mêmes. Parce que c'est ça aussi que je voudrais dire, en parlant, puisqu'on a parlé des propriétaires terriens. Il y a incontestablement, on ne peut pas faire semblant non plus d'oublier qu'il y a la classe des blancs pays et des béquets. Mais Evita, juste une petite parenthèse. Tu as dit quelque chose d'important. Pour ces deux cultures-là, ce n'était pas pour les besoins de Guadeloupe, c'était pour les besoins de la France. Puisqu'on était dans un écosystème qui fonctionnait très bien. On n'aurait même pas eu besoin de certains produits insecticides pour régler le problème, puisque l'organisation de la nature était faite pour qu'il y ait plusieurs cultures. Mais lorsqu'on vous dit, on vous donne, on vous dédouane quelque part, faites que ça, on vous paye, vous ne réfléchissez pas, hein, parce que vous savez déjà que vous avez un Z qui se fait à la fin. Donc ça, c'était quand même fort comme choix. Donc aujourd'hui, qui est encore libre en Guadeloupe? On a bien compris que tout le monde tient tout le monde tient. Alors oui, je veux dire les élus et l'économie, je voulais aussi le dire. Les élus et l'économie, oui, parce que effectivement, incontestablement, il y a un rapport très étroit entre l'élu, celui qui donne le marché et celui qui aura le marché. Et l'entreprise qui aura plusieurs marchés de manière régulière, c'est vrai qu'elle va s'enrichir. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça, c'est en général, ça concerne l'entreprise guadeloupéenne. Mais qui souvent met l'élu en place? C'est aussi celui qui a l'argent. Merci. Et oui, donc dire qui tient qui? Lorsque vous regardiez le journal officiel avant et que vous regardiez les personnes qui contribuaient justement à une campagne électorale, on voyait tout de suite les entreprises. Et il y avait des entreprises, parce qu'à l'époque c'était des entreprises, et il y avait des entreprises qui jouaient sur tous les élus. Et qui finançaient les campagnes. Oui, qui finançaient les campagnes. Mais attention, et qui influençaient, et qui maintenant, ceux qui ont le pouvoir économique important, continuent à influencer certaines décisions politiques. Oui. Hérol, qui tient qui? Moi, oui. Alors, ensuite, Harry. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Evita. Sur la question de la négation de ce que l'on est, moi, je crois que c'est au contraire, c'est pas une question de nègre, c'est pas une question d'afro-descendant, c'est une question de culture. Une question de culture, c'est une question d'éducation et c'est une question de représentation mentale. Barack Obama, je ne le vois pas en France, même dans 20 ans. Alors qu'il a été aux États-Unis. Je rappelle quand même que le traitement des afro-descendants aux États-Unis a été pire avec la ségrégation qu'en France. Le système français donne l'illusion d'une possibilité de progression, alors que le système de ce qu'on a appelé les quotas a permis aux Noirs d'exister. Le système français ne permet pas de mettre en place des quotas. Par conséquent, je crois que c'est d'abord une volonté d'un système qu'on peut critiquer, on peut être d'accord donc avec ça, la question des quotas techniques, on est d'accord. Moi, je pense qu'il faut mettre des quotas en disant qu'il faut qu'il y ait des pourcentages de gens dans chaque secteur pour qu'effectivement, il y ait des gens qui... Donc ça veut dire que c'est pas ce que nous sommes, c'est que le système dans lequel nous sommes ne permet pas de sortir de cette situation où il n'y aura pas. L'exemple de Gaston Monnerville, on a le sentiment, je rappelle quand même que De Gaulle, quand il doit partir, dit non, je ne partirai pas pour pas qu'il y ait un nègre à la tête du pays. Donc je veux dire qu'il y a quand même cette mentalité-là. Donc par conséquent, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment la question des afro-descendants, c'est la question du système dans lequel nous sommes. Maintenant, la question du rapport à l'argent, de manière générale, d'ailleurs aux États-Unis c'est encore plus clair que ça, vous avez droit à tant d'argent. Donc on sait bien que l'argent mène, le système économique dans lequel nous sommes est dirigé par l'argent. Donc je veux dire que l'illusion de croire qu'on pourrait faire autrement, peut-être sur Mars, peut-être sur Pluton,
Mais sur la planète Terre, c'est pas possible. Donc l'argent devient. La question, c'est qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on accepte effectivement d'être uniquement le produit de la corruption, ou est-ce qu'on accepte d'être autre chose? C'est-à-dire que l'exemple, moi je pense qu'il s'agit plutôt d'une défaillance, d'un déficit de projet. Prenez l'exemple comme quelqu'un comme Proto. Proto, on peut dire, comme il est politique, donc il est forcément corrompu, comme tout le monde, non. Il a fait des choix de dire que ce pays-là, va falloir en faire quelque chose. Il faut qu'il y ait des grands projets. Aujourd'hui, quels sont les grands projets? Mettre une petite bretelle sur ATL, mettre un petit bout de route, quels sont les grands projets? Quels sont les grands projets? Je veux dire, quand vous êtes un économiste, on est keynésien, on est smithien, mais on a des choix. Aujourd'hui, quels sont les choix en Guadeloupe? Je les cherche, je ne les trouve pas. Donc par conséquent, dans un système où il n'y a pas de grands projets, il ne peut pas y avoir d'avancée. On dépend forcément d'un petit système de l'un qui tient l'autre. Alors quand vous avez des grands projets, ben justement, vous pouvez faire donc avancer. Et puis, dans cette histoire de grands projets, je pense aussi que la question des entreprises, ça a été des choix. Paix à son âme, notre Lucette qui vient de décéder, avait fait des choix. Des entreprises vont grossir pour qu'elles soient assez fortes. Qu'elles les aient utilisées, ça c'est autre chose. Il faut un minimum de grosses entreprises pour qu'un pays tienne. On ne peut pas tenir avec des TPE. Je suis désolé, moi-même je suis une TPE parce que j'ai un petit cabinet, d'accord? Mais ce n'est pas moi qui fais tenir l'économie de la Guadeloupe. Par conséquent, il faut des grosses alors, CAC 40 ou pas, je pense que cette notion des grands choix, je ne partage pas un certain nombre de choses qu'elle a pu faire, mais ça, je pense que oui, il faut reconnaître ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la notion de qui tient qui, acceptons l'idée que l'autre n'est pas que des défauts. Acceptons l'idée qu'il n'y a pas que des défauts. D'accord? Donc voilà. Donc, sur la question du choix, je dirais politique, je crois que c'est plus le choix qui guide plutôt que l'éducation. Quand on est dans un système qui ne vous permet pas d'évoluer, autrement vous évoluez en tournant en rond. Donc il faut qu'on fasse comme aux États-Unis, qu'on mette des moyens de sortir de cette situation pour arrêter de se tenir. Deuxièmement, le choix de l'économie par la finance, oui, c'est un choix, mais c'est un choix mondial, c'est pas un choix guadeloupéen. Par conséquent, il n'y a pas, je dirais, de différence. Alors juste un point quand même par rapport à ce que disait Samuel. Samuel dit que on est libre parce que personne ne tient personne, puisqu'on ne peut pas nous obliger à faire des choix. Mais ça aussi, c'est une question de l'éducation. C'est-à-dire que si on partait du principe que, comme dit l'autre, en son mobilette sans frein, c'est sûr qu'en mobilette sans frein, pas le monde va ramener, pas le monde va raser ici. Donc, par conséquent, il faut quand même qu'on se pose la question de savoir quels sont les référentiels qui sont les nôtres. D'accord? Si le référentiel n'est pas sur l'appartenance à une communauté, à ce moment-là, on ne peut pas avancer. Mais prenons, en tout cas mon point de vue, ce qui fait du lien. Regardez la cuisine créole. Dans notre cuisine, il y a toutes les cultures dedans. Quand vous faites le repas, aujourd'hui, je vois des némolambi, des kibitiens, qui biolambi. Il y a cette volonté, cette culture. Et moi, je voudrais qu'on reste dans cette notion de la pluralité culturelle et non pas s'enfermer dans quelque chose de l'ordre d'une forme de négrisme ou de zédianisme ou une forme de juifisme ou une forme de musulmanisme. Absolument. Soyons créoles, soyons dans cette richesse, dans cette pluralité. C'est comme ça que l'on peut, à mon sens. Alors maintenant nous récupérons des appels et puis ça sera à Harry, puisqu'il y a déjà des appels et puis c'est vrai que chaque mardi nous sortons un petit peu avec les oreilles écorchées parce que nous ne prenons jamais suffisamment d'appels, donc nous débutons et puis il y aura certainement des questions pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors je salue pas tous les gens qui sont dans votre émission. Oui. Ils parlent des choses vraiment bien. Je vous écoute depuis tout le temps, mais c'est vraiment une très bonne émission. Merci, Moi, madame. je voulais intervenir sur le petit. Je vous assure, quand quelqu'un me dit en invité à l'antibité, dans ma famille, on m'a appris nous pas qu'à antibité. Même moi, en cas petit, si tu m'invites, je dis aux gens, en pas qu'à soirée, en pas qu'à manger.
Car du moment que tu mets dans ta tête Ipiti, ça vous fait pas grandir. Et je crois que je ne sais pas si c'est voulu, mais moi je me suis débarrassée de cette phrase depuis l'âge de 25 ans. Si vous m'invitez quelque part, Jacqueline, je t'invite dans un dîner. Même si ça morceau mourir, si l'huile est mourir, l'huile, c'est pas grave. Mais on va inviter à manger, mais on va pas inviter à danser manger. Et bravo, mesdames, messieurs, vous êtes formidables et je vous aime. Et bon courage pour la Guadeloupe. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc, nous mettons, juste avant, nous mettons le numéro de téléphone encore à l'antenne. Voilà, merci. Oui, alors vous pouvez y aller. Non, il faut que je réponde. Parce que, non. Ben, c'est bien de rendre hommage à un de mes confrères préférés, malheureusement décédé. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment me pose problème. Les Indiens font référence à l'Inde. Ils ne se cachent pas. Ils vont régulièrement, ils reçoivent des personnalités indiennes. Ils font des spectacles indiens. Il y a même Miss Sahari, etc. Ils assument tout à fait leur lien avec l'Inde. Les Noirs, les Afro-descendants, il faut le dire, pendant des siècles, on a coupé le lien avec l'Afrique. On est une espèce de génération spontanée qui est arrivée dans la Caraïbe. Et quand on dit, ce serait bien quand même que de la même façon que les petits Indiens qui apprennent, il y a des cours maintenant de tamoul et tout ça, ils apprennent les langues. Ce serait bien quand même que nos enfants apprennent que voilà ce qu'il y a eu avant l'arrivée aux Antilles. Voilà ce que l'Afrique a produit. Combien d'enfants en Guadeloupe, d'afro-descendants, connaissent les grands empires que l'Afrique a connus? Combien d'enfants savent à l'heure qu'il est que l'Égypte pharaonique était noire? Donc, quand on me dit simplement qu'il faut effectivement... tout à l'heure, Samuel a dit le petit juif, on lui dit le peuple élu. Et pourquoi lui, il n'aurait pas le droit, le petit noir, l'afro-descendant, pourquoi il n'aurait pas le droit de savoir tout ce que l'Afrique a apporté au monde, savoir que les Grecs ont pillé l'Afrique, ont pillé le savoir africain et que pendant des siècles, on l'a caché. Et c'est ça le négrisme. C'est simplement une volonté, justement, que chacun on puisse faire pays, mais en ayant des racines bien ancrées. Et c'est ça l'argument, éternel argument qu'on sort, quand, justement, les afro-descendants disent il est temps quand même que nous connaissions notre histoire, qui ne commence pas par le bateau et les chaînes de l'esclavage. Nous partons du côté du téléphone, et puis il y aura Harry, ensuite Hérol, puisque c'est vraiment un échange entre vous et vous avez vraiment le droit de ne pas être d'accord et surtout le droit de ne pas être d'accord. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Allez-y, monsieur. Oui, à cas de tout le monde qui l'a bien... Oui, bien bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, à te quasi... selon s'entendre dans le dernier moment là, donc... multiculturalité, bon, sinon nous que déboucher sur le vivre ensemble alors. Mais attention, c'est-à-dire que le vivre ensemble, à dans quelles conditions? Et surtout, il prêcher le vivre ensemble à un système qui complètement qui inégal. Il ne faut pas nous oublier liberté, égalité et fraternité. C'est-à-dire que ce n'est pas ni fraternité tant que pas ni égalité. Et le vivre ensemble, en TV, ça veut, par rapport au vivre ensemble, c'est un genre bizarre, mais un genre très pointu. À Canada, à Saint-Denis, ils prennent un paquet de crackman et ils placé dans ils placé à Saint-Denis et ces habitants là qui dit ils pavé
yo pas de problème ajouter misère si misère, yo pas de problème quartier à yo. La France, non façon qu'elle a fonctionné. C'est-à-dire que nous peut poser nous la question, bon, pourquoi la France a un fonctionnement qui a parlé du vivre ensemble, mais pas qu'à partager en même temps les richesses. Parce qu'il y a la notion d'égalité. Et concernant la notion de Kembe, qui moun ka Kembe, qui moun, non, il est simple. Pour moun pas Kembe, qui moun, pour moun pas Kembe moun. Faut nous savoir, on pas tant de parler de l'addiction. Et avec qui bite on va Kembe moun, parce qu'on croit ouvrir un caloge et on va habition pour le manger pirina. Et on va mettre si bois pirina, on va mettre nourriture devant la loge là. On va penser qu'il est loin parce qu'on va habiter conditionné à arrêter là. Donc même si on ouvre porte là, il est loin. Donc la décolonisation, parce qu'il faut nous dire les mots, la décolonisation des esprits. Et aussi la décolonisation matérielle aussi, parce que faut nous bien comprendre que c'est vrai, nous avons parlé de multiculturalité à un déséquilibre total. Pendant que certains gens ont réclamé en indemnisation, parce qu'il y a des préjudices qui fait et que jusqu'à maintenant nous sommes partis à la communauté là en Guadeloupe, nous avons été en Guadeloupe qui a payé les pots cassés. Nous sommes partis à la communauté là en Guadeloupe qui a payé les pots cassés. Mais on n'a pas dit communauté, on va mettre tout Guadeloupe, quelle que soit la couleur et classe sociale, mais nous sommes partis qui a payé les pots cassés. Merci monsieur. Merci monsieur, et je reviendrai avec vous puisqu'il me semble que Harry voulait réagir et Rod aussi. Nous marquons juste une courte pause et puis nous revenons avec vous. Revenons avec vous, avec vos appels et aussi avec tous ceux qui sont en plateau et qui ont à répondre à vos questions ou à échanger. Donc nous récupérons un appel et nous revenons avec Hérold et puis Harry. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Boisset. Bonsoir Madame. À tous les invités habituels. Oui. Heureux de vous revoir sur le plateau avec des thèmes différents. Donc ce soir, en Guadeloupe, qui tient qui? Je vous écoute depuis le début de l'émission. Pour moi, c'est assez large. Mais pour d'autres personnes, je pense que beaucoup sont peut-être derrière leur écran en train de se poser cette question, cette vraie question, qui tient qui? En analysant sur le plan social, le plan politique, le plan économique, tout est lié. Le qui tient qui existe et relie ces trois-là, à mon avis. Parce que des exemples sont simples en Guadeloupe. Observez les mouvements des acheteurs dans les grands centres commerciaux entre le 5 et le 10 du mois. Observez bien ça. Pendant la période électorale, observez l'attitude de celle ou de celui à qui on a fait une promesse d'amélioration de l'habitat ou une promesse d'un contrat de travail. Il va même dire bonjour. Parce qu'il connaît vous, il va vous faire ça. Même si 2 ans après, il va pas y aller. Aussi, vous avez plein de choses qui peuvent déranger. Sur le plan économique, vous allez pour vouloir faire une leçon quelconque, même à la télé, à la radio, n'importe, en disant aux gens, nous sommes une petite île,
nous sommes, dans le mot petit Jean le rêve, nous sommes une île et nous n'avons pas beaucoup de ressources. Essayez de consommer autrement pour qu'il y ait moins d'ordures, pour que le salaire que vous avez par mois vous serve vraiment à améliorer votre situation. Ça va déranger les plus gros. Donc, dans le qui tient qui, on va encore trouver cette phase-là. Mais comment faire? Comment et quoi dire à certaines personnes pour leur faire comprendre qu'ils doivent, à un moment donné, devenir indépendants? Je ne parle pas de la Guadeloupe indépendante. Je parle de l'être humain qui, à un moment donné, avec ce qu'il gagne, avec ce qu'il a comme ressources, qui ne regarde pas son voisin qui a de gros châteaux, de grosses voitures, parce qu'il ne sait pas si c'est pas par détournement de fonds ou autre qu'il a obtenu, mais qui utilise ce qu'il possède pour élever ses enfants, pour élever soi-même avec une certaine valeur et être indépendante avec la tête haute. Voilà je sais pas, une proposition que j'aurais pu faire en question de valeur. Moi, je suis une fille, je suis née d'une famille très nombreuse. Nous étions 14 et avec un papa marin-pêcheur et la maman allait vendre. Chaque personne a appris un métier dans la maison. Nous pas venir, quand on dit en créole, la casa, nous pas un grand grec, mais nous toutes qu'à vivre. Ça qui vivent actuellement jusqu'à présent, ça va être mon école, ça va être mon qui apprend ceci, qui apprend cela. Ça peut empêcher nous apprendre ni, ça peut empêcher nous apprendre écrire. Donc, fait-nous apprendre aussi pour nous pas dépendre ni d'État là qui pour mettre un petit contrat de 3 mois après qu'elle a dit on arrive là, ni de l'autre qui a porté, qui a fait l'autre publicité, par exemple, les plus gros gigots, les plus gros machins. Non! Vous pouvez gagner 1 000 € gérés et à partir de là, vous pouvez dépendre des personnes. Et vous pouvez marcher la tête haute. C'est ça la reprise de la valeur humaine. C'est ça nous vivons actuellement en Guadeloupe et à cause de aussi toutes les difficultés économiques qui existent. Donc, ce là, vers nous, ne peut pas nous prendre non plus plus haut que nous la petite pendre, n'est-ce pas? Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Restez en notre compagnie, oui, Harry. Alors, je voudrais un petit peu revenir sur un certain nombre de points. Samuel a dit que les Afro-Guadeloupéens sont... Personne ne tient... Il n'y a pas de volonté de tenir. Personne ne tient personne. C'est ce à quoi on l'a dit, sont le bullet sans frein. Bon. Et en même temps, la notion de tenir quelqu'un, on n'a jamais parlé de cet aspect, mais c'est une sécurité pour soi. Celui qui veut tenir les autres, il cherche à se sécuriser. En gâtine un tel, c'est une sécurité pour soi. Hein. Économique, que ce soit même une façon de se protéger, un tel, on a toujours cette notion-là. Et en même temps, ça veut dire, chez les Afro-Guadeloupéens, personne ne tient personne. Alors, ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'Afro-Guadeloupéen ne cherche pas cette sécurité-là ou a l'impression d'avoir cette sécurité-là ailleurs? Et ça, c'est intéressant parce que l'Afro-Guadeloupéen a l'impression d'avoir cette sécurité-là ailleurs. Le vrai problème en Guadeloupe de qui tient qui, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas un problème d'abord individuel, c'est un problème institutionnel. Les Guadeloupéens, dès le début, son problème est sa sécurité vis-à-vis d'un système qui n'est pas le sien et qui n'est pas un système qui lui garantit l'égalité. Il le sait très tôt et très jeune. On est toujours confronté à ce problème-là. Et donc, de ce fait, le problème institutionnel. Pourtant, il ne cherche pas à être protégé. Pourtant, il ne cherche pas à tenir. Pourquoi? Parce que justement, le débat n'étant pas individuel, comment peut-il tenir l'institution? Il ne peut pas tenir l'institution. Donc, il considère que sur ce plan-là, il n'a pas d'autre atout. Mais en même temps, il a une carte. Il est majoritaire en nombre et il peut faire beaucoup de désordre. Donc, il joue tout dessus.
Et tout est joué dessus. Et on a, même dans le système économique, parce que c'est pareil, dans le système économique, il n'est pas en position de force. Donc, à tout moment, il joue sur cette capacité. Au moins, il y a cette capacité. Et d'où la force syndicale qui a compris ça et qui se donne un moyen puissant et qui est suivi dans ces cas-là. La force syndicale, c'est quand même extraordinaire. Quand on regarde bien, les stars politiques guadeloupéens, au sens de apporter une sécurité à la population, les stars politiques guadeloupéens qui apportent une sécurité à la population, ce sont les syndicalistes. Mais par contre, ils n'ont pas intégré aux élections. Hein. Ils font 0%. La population donne à chacun son rôle. Eux, ils sont là pour apporter cette garantie-là à la population. Mais cette garantie-là tomberait s'ils rentrent en politique. On dissocie ça totalement, parce que ça voudrait dire qu'ils sont tenus. Ils ne peuvent pas entrer en politique. Il faut qu'ils restent à leur place. Ce sont les garants. Ce qu'on peut dire, c'est que les syndicats ne sont pas tenus. C'est pas ça. Alors, c'est plus complexe que ça. Ah oui. C'est plus complexe. Mais alors, c'est assez complexe. Mais je dirais, quand on regarde bien comment se joue le jeu, quelque part, alors, ils ne sont pas tenus. Alors, ils ne sont pas tenus de façon collective. Individuellement, ça c'est différent. Individuellement, on peut tenir un individu, qu'il soit syndicaliste ou pas. On peut le tenir dans le fait qu'on sait des choses ou qu'on maîtrise des choses ou quoi ceci. Mais dans sa posture institutionnellement, dans son rôle, il n'est pas tenu. Et c'est vrai que le syndicaliste, une fois qu'il est en fonction, il n'est pas tenu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on part un peu dans tous les sens. Et hors de la fonction, il est tenu. Hors de la fonction, c'est très bien. Nous partons du côté du téléphone et puis ensuite, nous irons vers Hérold et puis nous continuerons avec Evita et Samuel. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir à vous, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, en tout cas, c'est intervenir concernant pour comme là, parce que c'est assez intéressant. Mais quand vous dites qui tient, vous savez, en général, tout le monde dit ça, c'est l'homme le pouvoir, hein. C'est l'homme qui a le pouvoir. Hein. C'est l'homme le pouvoir là, c'est l'homme qui est politique là, c'est l'homme qui a miné la cité. Je veux dire en gros, c'est le politicien. Pas le politique, hein, le politicien, parce qu'il faut nous savoir payer là ça. Lui, on va crier le politicien, celui qui a fait politique, mais il y a celui aussi qui fait la politique de la cité. Mais celui qui a le pouvoir même, c'est le maire, c'est celui qui a le département, c'est ça, mais c'est qui a décidé de payer là ça. Et on s'est bien parlé, Harold bien parlé, et nous avons bien que nous avons un système de corruption qui cadre dans ce système-là ça. Donc, à Cabo Kibao, mais à Kibao Maroché là ça. Donc, automatiquement, c'est ça, il y a un quartier notre pour ça. Et où il y a encore cette plus grave là, c'est les médias, Canal 10, les élus, la municipalité qui a subventionné les autres, la plupart qui a subventionné les autres, quand c'est pas besoin de gros l'argent. Et à ce moment-là, ils ont protégé. Donc, en protéger ces gens-là, ça, parce qu'ils n'ont pas qu'à mettre des casseroles au dehors. Et quelquefois, c'est eux qui ont la population là, ça. À ce moment-là, ils n'ont pas qu'à payer l'information là, que, par exemple, on met qui a subventionné les autres, Canal 10, qui a fait le bêtise. Mais ils ont dit juste, on ne peut pas et battre d'autres paroles qui a dénoncé certaines choses. Et ça, c'est pas normal. Il y a la corruption à ce niveau-là chez vous, Canal 10. Ça, c'est pas normal, ça, parce que les médias aussi influencent beaucoup sur les gens politiques. Parce qu'ils savent, effectivement, qu'ils sont subventionnés quelquefois par ces hommes politiques. Donc, ils sont tenus. Donc, ils tiennent les autres quelquefois. On ne peut pas dire n'importe quoi des fois. Et ce n'est pas normal. Parce qu'on média de relater le négatif et le positif d'un homme, ça a fait. Et ce n'est pas normal, ça. Donc, je peux dire aujourd'hui que certains médias sont tenus par les hommes politiques aujourd'hui. Donc, ils sont protégés par les hommes politiques parce qu'ils ne disent pas toutes les vérités. Ça, c'est important, ça. Il faut le savoir. Donc, partant de là, nous disons que nous entrons dans un monde de corruption. Et c'est ça que tu pays, ça. Tout le monde, quelque part. Le plus petit au plus grand. Et là, il faut arrêter là. Tout autant de corruption au pays, là, ça.
et tout week-end qui fonctionne bien, ça pas ça. Parce que tout le monde, nous parole a dit, tout le monde a façon à parler, mais tout le monde, ça a remarqué, tout le monde veut sauver tout le monde. Tout le monde veut sauver tout le monde. Mais là, il y a une politique quelconque, c'est même ça, hein. Pas de résolution positive qui a sorti. Là, nous avons dit, au sein de direction, au comité de direction, donc, on a envie de moins, que c'est moi qui est là. Nous avons une compétition entre les hommes. Et toute une compétition, ça peut arrêter. Mais nous, en même bonnet là, en même c'est unique là pour nous avancer. Et c'est ça qui est important pour le pays. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et j'aimerais réagir sur une partie avant qu'Erol n'intervienne, puisque cette partie concernait Canal 10 et vous avez bien insisté, monsieur, en disant que Canal 10 gagne gros coco l'argent. J'aimerais vous dire que si Canal 10 gagnait gros coco l'argent, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et deuxièmement, j'ose dire que nous ne sommes pas tenus, puisque quand nous avons des subventions, c'est parce que nous avons aussi à fournir un service, à fournir des prestations. Donc, voilà. Et troisièmement, si vous avez une autre solution pour que ce média puisse vivre, ben, nous sommes preneurs, puisqu'il faut que le média puisse continuer. Et si il n'y avait pas de subvention, je pense que vous n'auriez pas la possibilité ce soir de réagir sur notre antenne. Donc, il faut quand même toute raison garder, comprendre, poser des questions pour savoir comment ça fonctionne ici et ne pas divulguer des choses en disant gros coco l'argent et des choses comme ça. Je crois qu'il faut, le temps est arrivé pour que vous puissiez connaître les choses, poser des questions et dire les vérités. Maintenant, nous sommes une entreprise, c'est vrai. Nous avons des subventions, nous ne le cachons pas, mais nous avons besoin d'exister. Donc, pour exister, il nous faut les subventions, sans pour autant que nous soyons à la botte de qui que ce soit. Voilà, c'était pour fermer la parenthèse en ce qui concerne Canal 10. Erol. Je rappelle que ce soir, je ne touche pas d'argent pour venir dans cette émission. Oui, oui. Et ça, je le répète. Je fais une déclaration de non-intérêt avec Canal 10. Bon, enfin. Et il n'y a pas... Vraiment, oui. Erol. Je tiens à le dire, ces émissions, effectivement, ce sont des émissions, on peut dire les choses d'ailleurs, que les choses soient dites. Et puis, ça me permet, merci, Erol, de préciser encore une fois que tous ceux qui sont ici viennent gratuitement, ce sont des bénévoles qui viennent tous les mardis, qui s'habillent, qui prennent leur véhicule, mettent leur essence, etc. Il y en a qui sortent de loin, comme Harry, Samuel aussi. Et puis voilà. Donc, chacun à son niveau essaie de porter sa pierre à la construction de l'édifice. Et j'en profite pour vous dire à tous, merci d'être présents le mardi parce que vous le faites bénévolement. Merci, Erol. Et puis, nous poursuivons. Non, mais bon, je pense qu'effectivement, il faut y aller. Et puis bon, Canal 10, il y a une certaine pluralité, il y a une certaine... Je veux dire, bon, c'est quand même une chaîne qui s'efforce de rendre compte de ce qui se passe en Guadeloupe. Voilà, avec des qualités et des défauts, mais chacun fait... Déjà, le faire, c'est déjà une bonne chose. Il y a un espace de débat aussi. Je pense que, vous savez, sur la question de qui tient qui, je reviens sur un élément. Sur la question de la pandémie, il me semble que la gestion de la pandémie aujourd'hui par l'État est quelque chose de différent. Habituellement, on a une gestion qui est très centralisatrice, qui est très... Aujourd'hui, on dit aux gens, mais écoutez, gérez-vous, décidez-vous. Décidez par vous, décidez pour vous. La seule chose qu'on fait, c'est les évacuations sanitaires. C'est-à-dire que l'État prend en charge cette question-là, évidemment. Et on voit bien que la question de qui tient qui, dans les habitudes, il faut qu'on modifie nos habitudes en disant, mais si justement on nous donne les moyens de décider pour nous, de faire les choix pour nous, alors faisons les choix qui nous permettent de nous protéger, d'avancer. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un changement politique qui me semble être intéressant, qui est peut-être que pour la pandémie, mais peut-être qu'il serait bien qu'il soit beaucoup plus long pour qu'on voit effectivement cette capacité de se prendre en charge et pas d'attendre, de dépendre de l'État pour décider de quoi que ce soit. Ça passera par un certain nombre de malades, de décès, de contamination malheureusement, mais il faut effectivement qu'on prenne les choses en main pour pouvoir avancer. Et je crois que c'est quelque chose qui est important aussi, de ne pas être soumis à la seule décision, la seule volonté de l'État. Merci. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y.
Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, l'émission est très intéressante et vraiment très intéressante. Par contre, ce que je voudrais rajouter, effectivement, il y a eu un petit peu de polémique juste auparavant, mais moi, ce qui m'intéresserait de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, la question que vous posez, elle est très complexe et en même temps, c'est pas évident de répondre, mais les gens sur le plateau le font effectivement de leur manière et extrêmement bien. Moi, ce que je voudrais dire, je pense que c'est vraiment un système qui est arrivé au bout. Et que, parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit ça tous les jours. Nos enfants de maintenant qui vont à l'école, ce sont des enfants, on ne sait pas si ces enfants-là vont vraiment connaître ce que c'est que ce que nous avons connu dans les années 80, les années 90, les années 70. Les enfants ne savent plus quoi faire et les parents même sont perdus. Donc ça veut dire que même le système, je pense que le système scolaire n'est pas adapté chez nous. Et ça, parce que jusqu'à maintenant, nos politiciens, tous les gens, sortent d'où? Même là, qui est à bas fret là, c'est lui qui a bas éducation. Quand vous me dites un préfet, ça ne vient pas de lui, ils l'ont bien expliqué sur le plateau. Un préfet a dit, si nous créons une école afro-descendante en Guadeloupe, c'est un problème. Vous vous imaginez? Donc ça veut dire qu'ils savent très bien que depuis la base, en 3 ans, les voix ici, au bout d'un an, au palais d'un petit monde, de là, ils sortent, de là, en fait, ils sortent, en tout gentil monde à ça, pour monter marcher ici. Et à partir de là, nous qui peut dire effectivement, là, nous commençons à exister et nous sommes peuple. Et là, nous avons dit que nous ne sommes pas solidaires, nous solidaires. Nous solidaires, là pour nous solidaires. Mais nous avons joué assez avec ce peuple là, donc à présent, nous méfions vis-à-vis de tout le monde. Et je suis tout à fait d'accord, là, nous avons dit dans les plateaux là, que nous avons couru, que nous sommes le peuple qui parle en kilti. Nous disons, ça qui dit, c'est que tout le monde qui a trouvé ça, nous a fait belle, sans qu'il nous qui pas qu'à vrai ça. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire en nous qui amène nous à ça. Le monde a dit que ne peut pas attendre événement. C'est pas vrai, regardez sur le plateau, je suis désolée. D'accord? Nous arrivons à discuter. Et pour finir, moi je pense que ce qu'il faudrait, ce qui manque, c'est que nous acceptions, que nous cisions en côté, à part de l'entrée table, nous connaissons, nous précisons en bon pied, n'importe quel côté, il faut nous arrêter avec ce système-là, ça aussi. Nous précisons en côté, et à un moment-là, ça, avec différence en nous, nous avons dit qu'à nous voulons pour la Guadeloupe. Parce que j'entends suffisamment de personnes dire en Guadeloupe qu'ils aiment la Guadeloupe, ils aiment les Guadeloupéens. Nous sommes tout le monde à nous à l'arena, de plus en plus. Nous sommes l'autre monde des parents, des mamans, des papas qui ont levé les matins, qui ont fait sacrifice pendant des années pour tout le monde pour mener à faire des études. Laissez tout le monde un diplôme. Nous avons un monde qui a sorti tout partout à dans Guadeloupe. Ces gens-là, c'est prioritaire. Je ne suis pas raciste, je dis ce que je pense. Ils sont prioritaires, on les petits gens nous encadrent tous les jours. Et ces petits gens-là, ils n'ont pas ni droit. Diplôme égal, non. Eh bien, tu seras en dessous et il y a toujours celui qui a été le maître qui est toujours en haut. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne soirée. Merci. Nous aurons le temps de récupérer 2 autres appels et puis nous ferons un tour de plateau. Nous pouvons le faire dès maintenant. Alors, qui tient qui? C'est vrai que vous avez développé, hein, et on a bien compris votre orientation. Alors, pour certains, personne ne tient personne, et on a retenu bicyclette sans frein des rôles. Mais si personne ne tient personne, ou si tout le monde tient tout le monde, comment faire pour avancer? Comment faire pour que, mais nous avons déjà un appel, mais comment faire pour que nous puissions continuer à avancer sans certains clichés, puisque j'ai bien vu, j'ai bien entendu tout ce qu'Hérold a dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, il faut dépasser certains aspects, c'est bien ça, Hérold, de notre personnalité. Donc, est-ce que c'est possible réellement? Est-ce que nous pourrons fonctionner autrement? Est-ce que nous pourrons changer notre logiciel, je serais tentée de dire, et ça sera vraiment la question qui sera posée
à tout un chacun. Et je terminerai avec vous, Hérol. Je débuterai avec Evita et ça sera juste après cet appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir le plateau, bonsoir tous ceux qui regardent Canal 10. Bonsoir, monsieur. Oui. Bon, ben, en fin de compte, je voulais féliciter la dame qui vient de parler. Hein. La dame, bon, ben, elle a dit les choses et c'est la vérité. Bon, ben, là, actuellement, les choses prennent une autre tournure sur le plateau, on parle d'autre chose. Mais je voulais vous dire, Madame Boissenet, bon, ben, souvent, on a entendu souvent un lavage d'esprit de nos compatriotes avec, vous savez, le Covid. On voyait souvent sous votre émission des gens qui venaient pour parler que de vaccins. Vaccinez-vous. Et je ne vais pas en citer. Hein. Quand je vois les maires, la première personne que vous avez invitée, c'était le maire de Sainte-Anne, hein, et qui commençait à dire aux gens d'aller se faire vacciner. Et puis récemment, vous l'avez invité et vous avez entendu ses propos. Eh bien, il n'était pas pour le vaccin. Hein. Il n'a pas dit aux gens, il n'est pas pour le vaccin. Et il a fait un changement de cap. Et j'ai vu d'autres maires qui, comme le maire du Lamentin, qui a financé la trois autres, hein, pour faire un lavage d'esprit à ces auditeurs-là, hein, hein, tel que, comment dirais-je, indépendantiste, comment dirais-je, pour lui là, ou même quand il a touché en les plateaux et qui font publicité pour les vacciner. Non, manque a dit, tous ces gens qu'on va inviter là, mettez des gens à côté à eux, pour parler des soins pour Guadeloupéens. C'est ça nous besoin, c'est soins nous besoin. Nous, vous savez, Madame Boissy, c'est mon qui a invité là, son directeur à l'hôpital là. Mais vous savez, tant de Guadeloupéens, famille moi-même, cousins proches, des gens proches, qui allaient puis ils paient sans ils retournent, hein, et des gens qui ont débranché, vous comprenez, qui sont morts, et qui ont refusé les médicaments. Mettez ces gens-là, nous comment dirais-je, un truc scientifique. Alors, monsieur, l'émission, c'est pas sur la vaccination, c'est surtout en Guadeloupe qui tient qui. Alors, c'est vrai que souvent, on parle de la vaccination, on parle de tout cela, mais il y a d'autres sujets importants. Donc, ce soir, en Guadeloupe, qui tient qui? Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette question? Même en tant que préfet, la ville du Cap annoncé du 5e table. Mais quand c'est au café, quand machin café. Bien. Donc, c'est vraiment, ce n'est vraiment pas le sujet, monsieur. Nous aurons l'occasion ultérieurement de revenir là-dessus et vous savez que l'antenne est ouverte, donc il n'y aura pas de problème. Mais ce soir, c'est en Guadeloupe qui tient qui. Et je vais poursuivre avec Evita et nous prendrons un dernier appel. Merci, monsieur. En fait, c'est la question, c'est peut-on changer le logiciel? Oui. C'est la question, en fait. Donc, pour changer le logiciel, il faut être conscient d'abord de ce qui explique certains comportements. Je ne vois pas comment on peut changer un logiciel sans avoir déjà diagnostiqué les causes du comportement. Deuxièmement, et là je rejoindrai tout à fait Hérol, puisque c'est mon cheval de bataille depuis des années, c'est la question de l'éducation. Alors l'éducation, quand on parle d'éducation, ça peut paraître un peu vague comme ça, parce que on dira oui, il suffit d'envoyer les enfants à l'école. Non, l'éducation suppose que justement on ait pris conscience de toute notre problématique et qu'on puisse réparer. Parce que tout à l'heure, le mot réparer aussi est sorti, et c'est évidemment, il y a d'ailleurs le 11 et le 12, il y a un grand procès historique qui sera filmé sur la question des réparations. Et la justice française a souhaité filmer le procès pour qu'il reste dans les annales. Alors, moi je dis l'éducation, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas les parents qui ont intégré tous ces préjugés qui pourront changer les choses. Je pense que là encore, c'est aux municipalités et aux maires, il y a quelqu'un qui a parlé du maire, de l'importance du maire, de monter des projets éducatifs avec
des psychologues, avec notamment, puisque Alain Dorville, par contre, il a géré cette école maternelle à Trois-Rivières, et Alain Dorville qui a des méthodes remarquables du vivre ensemble, par contre. On a fait une journée de travail avec lui et je me disais, c'est pas possible que la Guadeloupe n'utilise pas quelqu'un comme ça ou n'utilise pas les psychologues en général. Je trouve que vraiment, s'il y a un métier qui devrait vraiment être au centre de notre problématique, ce sont bien les psychologues et je ne pense pas que politiquement, on ait déjà ce désir de les mettre au centre. Donc, c'est autour de ça. Moi, je crois que pour changer le logiciel, il faut qu'on ait conscience qu'on a des faiblesses, qu'on a des carences, qu'on a des lacunes, qu'on a des failles, qu'on a subi dans l'histoire des traumatismes. Et comment on fait? Alors, réparer, c'est pas financier. Il y a effectivement des demandes, financières, hein, mais les demandes qui sont faites financières, ce n'est pas pour distribuer l'argent. C'est pour, justement, parce qu'il y a la demande principale est de la création d'un comité d'un certain nombre de spécialistes pour pouvoir, justement, analyser la problématique de l'esclavage et des conséquences psychologiques et autres. Et l'argent, c'est pour que ce comité puisse, puisse pouvoir réaliser ce pourquoi on va les désigner. Donc, souvent on dit réparation, vous demandez de l'argent, etc. Non, ce n'est pas ça du tout. Alors, et pour répondre simplement à Erol, on n'est que des ancêtres afrodescendants ou qu'on en est un, ça ne change rien. Si un ancêtre a pu nous transmettre un certain nombre de carences, un certain nombre de traumatismes d'ordre psychologique ou génétique, qu'il soit tout seul ou qu'il soit 10, ça ne change rien. Tous ceux qui ont eu un ancêtre mis en esclavage, tous ceux-là sont concernés. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, le logiciel passe obligatoirement par l'éducation, mais par une certaine école, mais une école évidemment conçue par des politiques qui ont bien compris la problématique. Et ça, malheureusement, on y est encore loin. Merci Evita. Il nous reste très peu de temps, donc nous récupérons le dernier appel et puis après nous poursuivrons rapidement avec vous. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y. Oui, alors bonsoir à tous sur le plateau. La dame qui vient de parler parle vraiment très bien. Mais qui dirige qui mène tout? La question me fait un peu rigoler. On sait bien que c'est le gouvernement français qui dirige tout. On sait bien que les politiciens en Guadeloupe sont plus ou moins des marionnettes dirigées, commandées à distance. Il n'y a qu'à voir avant les dernières élections qui se sont passées, les gens qu'on a mis en garde à vue en parlant de M. Chalus, Mme Bourrel, enfin un peu toute la bande d'amis entre eux. On a bien vu qu'on les a rappelés à l'ordre tout simplement. C'est un rappel à l'ordre. C'était une question d'intimidation pour montrer qu'on a le dossier de chaque personne et si on veut vous mettre devant les tribunaux, on vous met devant les tribunaux. Un point, c'est tout. C'est simplement ça. C'est que le gouvernement français a toujours eu la même mise. Il ne faut pas oublier que ce sont des colonialistes. D'accord. Maintenant, notre histoire à nous, c'est nous qui devons la construire. Ce n'est pas eux qui vont la construire pour nous. C'est nous qui devons la construire. En gardant le passé en tête, mais pas comme un traumatisme, comme un exemple pour nous donner une force pour avancer et nous unir entre nous, Guadeloupéens. Entre nous, Guadeloupéens. D'accord? Donc, il y a aussi une réalité de la jeunesse en Guadeloupe que certains politiciens prennent comme exemple pour faire leur politique. Mais une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont fermé leurs portes, ils ont oublié tout le monde. J'ai des amis qui sont dans la politique. Je leur ai dit, vous n'êtes pas assez dans la rue.
c'est pas faire la rue seulement lorsqu'il y a campagne. C'est faire la rue lorsqu'il n'y a plus campagne. Aller dans la rue à 22h du soir, aller dans la rue à 1h du matin, à 3h du matin pour voir la réalité du pays, de notre jeunesse. C'est toujours une bande de potes entre vous politiciens qui croyaient que vous dirigez la Guadeloupe. Mais là, dernièrement, on a fait un rappel à l'ordre. Ça me faisait bien rigoler. Le préfet, c'est pas le préfet, ils sont passés par le préfet. Le procureur est passé par le préfet. Et le gouvernement français est passé par le préfet, le procureur de la République, pour rappeler tout le monde à l'ordre. Et ils en ont oublié quelques-uns, ils n'en ont pas fini avec eux. Merci, monsieur. Merci pour cette réaction. Ça sera le dernier appel et puis vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Vous pouvez vous en emparer et puis nous poser des questions ou plutôt proposer des thèmes ou réagir sur cette émission. Maintenant, Samuel, donc même question puisque c'est le tour de plateau. Qui tient qui? Qu'est-ce qui tient aussi? Qui? Est-ce qu'on peut changer le logiciel? Est-ce qu'on peut changer le logiciel? On peut changer le logiciel dès le départ. J'ai dit qu'on a, de toute manière, nous sommes contraints. Il faut changer le logiciel parce que seuls nous avons la solution pour nous sortir de ce... je reprends ce que le monsieur a dit à la fin. C'est vrai que vivre ensemble, c'est vrai que nous devons nous prendre en main pour pouvoir pas oublier notre histoire. Mais on ne peut pas se la raconter vitam aeternam. Il faut savoir que ça existe. Mais l'histoire ne doit pas, en tous les cas, ne peut pas nous tenir. L'histoire ne peut pas nous retenir. L'histoire peut retenir notre attention sur des séquences, voilà, mais elle ne doit pas nous retenir. Or, l'histoire nous retient prisonniers. Donc, on doit savoir qu'on doit sortir de ce mauvais pas-là. Moi, je rêve d'une Guadeloupe, par exemple, mais c'est quelque chose de tout à fait... Parce qu'on a peur de le dire, on a des communautés, on ne se rencontre jamais. On ne fait pas pays. Ces communautés-là chevauchent les unes à côté des autres pour pouvoir... Par contre, on peut s'entendre sur toutes les communautés, mais sans vraiment sans distinguo. Toutes les communautés se sont entendues en décembre 2003 ne pas changer pour rester dans le statu quo. C'était quand même quelque chose de symbolique, puisque c'était criant. On ne s'entend pas sans avoir discuté entre nous. Tout le monde a voté en majorité pour qu'on reste dans ce statut-là. Ça veut dire que sommes-nous à l'aise, sommes-nous bien dans le système. Donc parfois, ce n'est pas des gens qui nous tiennent, c'est un système. Les minima sociaux sont distribués à qui? Quelles sont les communautés qui sont le plus assujetties aux minima sociaux? Ces questions-là qu'on devrait se poser. Il faut qu'on crée de la richesse. Il faut que les Guadeloupéens se mettent ensemble. Je prends l'exemple dernièrement parce que la bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est que celui qui tient, c'est peut-être pas une position, je veux dire, elle n'est pas définitive. Et pourquoi je dis ça? Bernard Tapie qui avait un pouvoir, le 5e pouvoir, qui avait la presse, qui avait les médias, on a vu comment il a mené toute sa vie, il avait l'impression de tenir le système parce qu'il est allé jusqu'aux médias. Pourtant, à la fin, le système a eu raison de lui. Mais ça a été un jeu de pouvoir croisé et il faut faire attention puisque je ne pense pas, et même le gouvernement nous tient. Oui, c'est normal parce que c'est le gouvernement, donc le gouvernement a un pouvoir, mais en tous les cas, on peut co-construire et dire au gouvernement qu'on veut co-construire, on va co-construire avec justement son regard, puisque nous ne sommes pas un peuple indépendant. Mais en tous les cas, j'espère qu'un jour les Guadeloupéens comprendront que notre histoire, elle n'est pas... J'ai pas envie de dire qu'elle est derrière nous, parce qu'en disant ça, on dit qu'on veut faire oublier l'histoire, ce n'est pas ça. Mais en tous les cas, allons, si on n'a pas de prise sur l'histoire, on a un peu plus de prise sur notre avenir. Voilà, nous irons un petit peu plus vite puisque nous n'avons plus de temps du tout. Nous avons dépassé l'heure qui nous est impartie. Harry. Je vais résumer ça très simplement. Ce que je trouve dommage, c'est que finalement, toutes les îles de la Caraïbe sont peuplées à peu près de la même manière. Mais je trouve que malheureusement, on parle que de nous, Guadeloupe et Martinique, et on ne regarde pas beaucoup ce qui se passe dans les autres îles. Ce serait intéressant de pouvoir faire cette comparaison. Est-ce que les autres îles souffrent des mêmes maux que nous? Ça, j'aurais bien aimé avoir une réponse là-dessus. Et
Deuxièmement, je vois ne serait-ce qu'une chose, hein, pourtant la Martinique est à côté. J'ai appris ce matin, parce que j'avais un professionnel au téléphone, et à un moment on parle de sargasse, il me dit, mais nous pas ni sargasse, car mêlez-nous en Martinique. Je te suis oui, je dis, comment ça va, sargasse, il me dit, mais nous avons bloqué les sargasses en mer avant, et nous avons traité. Mais nous pas de problème dans les plages, nous encore. Saint-Domingue aussi. Je dis, mais c'est quand même un truc de dingue. Comment Martinique nous avait déjà fait ça? Et on est toujours au stade d'avoir des sargasses partout qui tuent Capestène, Marie-Galante, qui bloquent Sainte-Anne. Mais c'est quand même extraordinaire. Comment fait-on fonctionner si proche, dans les mêmes conditions? Et je comprends qu'on les sargasses dont on parle depuis si longtemps. Il y a une solution, on a fait des choses et ça ne se retrouve pas ailleurs et la Guadeloupe continue à galérer. Peut-on changer le logiciel? On a un sérieux problème. En tout cas, je ne sais pas si on peut. Mais on soit des merdes pour changer le logiciel, il est clair qu'il ne marche pas. Ça, au moins, c'est un fait qui est clair. Si on veut continuer et mourir doucement dedans, on reste. Hein. Mais à mon avis, il n'y a aucune raison de rester dedans. Merci, Harry. On terminera avec Erol. Oui, en fait, je pense que pour changer le logiciel, première chose, il faut valoriser ce que l'on sait faire et non pas faire la liste de nos carences, de nos lacunes, de nos insuffisances. On n'avance pas sur du négatif, on avance sur du positif, ce que je valorise, ce que je sais. Ça veut dire que j'éduque mon gamin en lui disant ce qu'il est capable de faire, pas ses incompétences. Deuxième chose, il faut une véritable volonté politique et un projet politique. Pour l'instant, il faut qu'il y en ait un. La volonté politique, elle est qu'est-ce qu'on veut pour dans 20 ans. La question des personnes âgées, la question des jeunes aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on nous propose pour une volonté politique? Et la troisième chose, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit effectivement, pour reprendre l'expression de Samuel, dans la co-construction. Écoutons ce que les gens proposent, mais on ne peut pas en tout cas avancer. Le système actuellement, quand je vois les poubelles qui sont là, dans quelle ville de France, dans quelle ville où on a vu que vous avez des grèves qui durent des mois? Ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut changer le logiciel. Si on aime son pays, on veut changer. Commençons par nous préserver, surtout en période de pandémie. Faisons ce qui est bon pour nous et pas ce qui est destructeur. Faisons le choix de la vie et pas de la mort. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons mardi prochain, donc c'est un rendez-vous tous les mardis à 20h. Vous devez obligatoirement être présent pour ce rendez-vous. Un rendez-vous qui aussi vous appartient puisque vous participez et vous êtes nombreux à participer. Merci. Et puis à mardi prochain avec un autre thème tout aussi intéressant. Prenez soin de vous. Excellente soirée.